L'histoire s'intitule TSF, la radio. Et surtout éviter les ennuis et les émotions, recommanda le docteur Meynell, de son air bon enfant. Comme c'était le cas la plupart du temps dans de telles circonstances, la patiente, Madame Arthur, se sentit aussitôt moins rassurée sur son sort. Le médecin ne parut pas s'en apercevoir et poursuivit imperturbable. Évidemment, votre cœur montre quelques signes de fatigue, mais ce n'est pas du tout inquiétant, je vous l'assure. Pourtant, ajouta-t-il après un instant de réflexion, il me semble que pour vous éviter tout surménage, vous devriez vous faire installer un ascenseur. Qu'en pensez-vous? Ce qu'elle en pensait, il n'était nul besoin d'être très psychologue pour le deviner. Si on lui conseillait cela, c'est qu'elle devait être bien plus malade qu'on ne voulait le lui dire. Sans se douter de ce qui se passait dans l'esprit de sa patiente, le bon docteur, toujours amène et toujours content d'avoir déployé autant d'adresse vis-à-vis de l'une de ses plus riches malades, développait sa pensée avec complaisance. Oui, un ascenseur. Ainsi, nous éviterions la moindre fatigue inutile. Non que je vous défende de prendre de l'exercice. Au contraire, un peu de marche à pied, au grand air, ne peut que faire du bien, à condition que vous évitiez toutefois les montées trop abruptes. En un mot, ne faites rien de pénible, mais distrayez-vous le plus possible. Il est primordial de garder bon moral. Ce qui ne doit pas être très difficile, puisque vous voilà rassuré sur votre santé. Le docteur Meynell adorait ce genre de cliente favorisée par la fortune, à qui l'on pouvait prescrire un ascenseur sans s'attirer des protestations. Cela le changeait des pilules de toutes sortes, sur lesquelles il devait se rabattre pour ses patients moins riches. Néanmoins, il crut bon d'avertir Charles Ridgway, le neveu de Madame Arthur, de l'état véritable de sa tante. Elle a le cœur fragile, bien entendu. Elle peut vivre ainsi pendant des années, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Cependant, elle peut mourir subitement à la suite d'une émotion brutale. C'est pourquoi il lui faut absolument une vie calme et tranquille, pas d'émotion, pas de fatigue, pas d'énervement. Puisque vous vivez avec elle, vous trouverez certainement le moyen de la distraire, car il ne faut pas non plus qu'elle s'ennuie. La distraire, fit Charles l'air songeur. C'était un jeune homme sérieux qui paraissait très attaché à sa tante. Du moment que le médecin avait demandé de la distraire, il se mit à chercher le moyen d'y parvenir. C'est ainsi que, sans plus attendre, il lui proposa de lui faire installer un poste de radio. Madame Arthur manqua pour le moins d'enthousiasme. Une radio? Que veux-tu que j'en fasse, Charles? Le médecin veut déjà que je fasse installer ici un ascenseur. Où vous arrêterez-vous tous les deux? Je suis trop vieille pour me faire à tous ces engins modernes, et puis d'ailleurs, je suis certaine que toute cette électricité serait plus nuisible qu'utile. Charles, qui n'abandonnait jamais facilement une idée, lorsqu'il la jugeait bonne, entreprit d'expliquer à sa tante combien ses préventions à l'égard du progrès, en général et de l'électricité en particulier, étaient vaines et sans objet. Madame Arthur, dont les connaissances en la matière étaient plutôt vagues, ne se laissa pas aisément convaincre. « Tu as sans doute raison, mon petit, mais je t'assure que je ne suis plus sensible que tout autre à tout ce qui est électrique. Ainsi, chaque fois qu'il y a de l'orage, j'ai immanquablement une migraine atroce. Voyons, tante Mary, laissez-moi vous expliquer la différence qui existe entre l'électricité statique, contenue dans l'air à l'approche de l'orage, et le courant qui permet à un appareil de fonctionner. » Charles faisait autorité en la matière, et il donna à sa tante un véritable petit cours sur les ondes de basse et haute fréquence, sur les courants continus alternatifs, si bien que Madame Arthur se sentit vite submergée par un flot de termes techniques auxquels elle ne comprenait goutte. De guerre lasse, elle rendit les armes. Bien, bien, si tu penses vraiment que cela ne présente aucun danger. La joie de Charles faisait plaisir à voir. Ma chère petite tante, j'en suis certain, et je suis heureux que vous acceptiez de changer un peu vos habitudes. Cette radio vous permettra de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Lorsque vous y serez accoutumé, vous ne pourrez plus vous en passer. L'ascenseur préconisé par le docteur Meynell fut bientôt installé, et peu s'en fallut que l'invasion des ouvriers, qui l'amena obligatoirement dans la maison, ne mit fin prématurément à la vie de la vieille dame, qui, comme bien des personnes de son âge, supportait mal la présence des étrangers chez elle. Elle les soupçonnait de toutes les intentions les plus noires à son égard et surveillait son argenterie à tout moment. Enfin,
Le jour vint où l'ascenseur entra en fonction et où la maison fut débarrassée des importuns. Ce fut au tour de la fameuse radio de troubler les habitudes de la maîtresse des lieux. En apercevant la boîte oblongue, agrémentée de boutons dorés, elle ne put réprimer un geste de dégoût, voire même de répulsion. Il fallut l'enthousiasme de son neveu pour la faire revenir sur sa première impression. Elle s'installa à sa demande dans son fauteuil près de la cheminée, cantonnée dans une réserve polie, bien convaincue à part elle que cette horrible machine ne pouvait être qu'une source d'ennui dans l'avenir. Écoutez donc, tante Mary, n'est-ce pas merveilleux? Un tout petit tour à droite et nous sommes à Berlin. Un demi-tour à gauche et voilà Bruxelles. Je t'avoue que je n'entends que des vagues bourdonnements proprement incompréhensibles. Rien ne pouvait affecter le bel optimisme du jeune homme. Le vendeur m'a affirmé qu'à certaines heures, on peut capter le Japon. Est-ce possible? Fit madame Arthur d'un air tout à fait indifférent. Charles poursuivit son exploration sur le cadran lumineux. Tout à coup, sa tante, qui ne manquait pas d'esprit, lui fit remarquer que cette fois-ci l'émission devait provenir en direct d'un chenil de sa connaissance. Le neveu s'exclama. « Je vois que cela commence à vous intéresser, ma tante. J'en suis heureux, car je sais que cela vous tiendra compagnie lorsque je serai obligé de m'absenter. » Madame Arthur ne put s'empêcher de lui sourire. Elle aimait beaucoup son neveu. Durant quelques années, elle avait fait venir auprès d'elle l'une de ses nièces, Myriam Arthur, avec l'intention d'en faire son héritière. Malheureusement, l'expérience ne s'était guère révélée concluante. Myriam avait un caractère odieux et détestait visiblement la compagnie de sa tante. Petit à petit, la vie entre elles était devenue très difficile, et madame Arthur profita du fait que Myriam s'était fiancée soudain avec un jeune homme dont la réputation était quelque peu douteuse, pour la renvoyer chez sa mère avec un petit mot d'explication assez sec. Depuis, Myriam avait épousé le jeune homme en question et avait plusieurs enfants. Madame Arthur se contentait désormais de lui envoyer un petit cadeau, sans importance, chaque année à Noël. Déçue par sa nièce, elle s'était rabattue sur ses neveux. L'un d'entre eux, Charles, lui avait plu tout de suite. Elle n'eut qu'à se louer de sa présence à ses côtés. Toujours aimable et déférent, il paraissait prendre un intérêt toujours renouvelé à ses souvenirs de jeunesse, ce en quoi il offrait un contraste saisissant avec Myriam, qui ne s'était pas gênée pour lui dire tout le mal qu'elle en pensait. Charles, en outre, avait un caractère toujours égal. Gai savait remercier sa tante de la chance merveilleuse qu'elle lui offrait. Satisfaite de son neveu, madame Arthur fit un nouveau testament en sa faveur, qui annulait ainsi le précédent et déshéritait Myriam. Une fois de plus, Charles eut raison. Cette radio qu'elle avait d'abord accueillie avec tant de répugnance finissait par l'amuser vraiment. Elle l'écoutait sans cesse. Malheureusement, lorsque Charles passait la soirée à la maison, c'était lui qui tournait les boutons à sa place. Et au lieu de se contenter d'écouter une émission du commencement jusqu'à la fin, il essayait toujours de capter des postes de plus en plus lointains. Lorsqu'il y parvenait, son enthousiasme ne connaissait plus de bornes. Madame Arthur profitait donc pleinement des soirées où elle restait seule. Elle choisissait alors un programme avec soin et s'y tenait jusqu'à la fin avec une délectation véritable. Ce fut environ 3 mois après l'installation de son poste que cela arriva pour la première fois. Charles était allé bridger avec quelques amis. Elle se trouvait donc seule et écoutait paisiblement la retransmission d'un opéra. Tout à coup, au milieu d'une mélodie, elle entendit un curieux bourdonnement, suivi d'un silence impressionnant. Puis, comme si elle venait de très loin, à la fois distincte et étouffée, une voix d'homme s'éleva. « Mary, Mary, m'entends-tu? C'est Patrick qui te parle. Je vais bientôt venir te chercher. Tiens-toi prête, n'est-ce pas? » Puis, sans transition, la musique reprit plus forte. Tout se déroulait normalement. Les 2 mains collées sur les accoudoirs de son fauteuil, madame Arthur restait clouée par la surprise. Non, c'était impossible. Comment Patrick pouvait-il lui parler alors qu'il était mort depuis plus de 25 ans? Il ne pouvait s'agir que d'une étrange hallucination, d'un rêve. Elle avait dû s'endormir sans s'en rendre compte. C'était tout de même curieux de rêver ainsi de Patrick. Guère agréable, en tout cas, pas dans ces conditions. Que disait-il déjà? Je vais bientôt venir te chercher, tiens-toi prête. S'agissait-il d'un avertissement de l'au-delà? Le docteur lui avait bien dit qu'elle avait le cœur malade,
Et puis, après tout, elle n'était plus toute jeune. C'est certainement un avertissement, conclut madame Arther, et sa première réaction fut de regretter d'avoir dépensé tant d'argent pour faire installer un ascenseur qui ne lui servirait à rien. Elle ne parla à personne de ce qui s'était passé ce soir-là, mais elle y repensa souvent. Puis, cela recommença. Elle était encore seule ce soir-là, quand par hasard, la radio transmettait un concert. Puis ce fut le même bourdonnement suivi du même silence impressionnant, et la même voix lointaine à l'accent légèrement irlandais se fit entendre. « C'est Patrick qui te parle, Mary. L'heure approche où je vais venir te chercher. » Comme si rien ne s'était passé, l'orchestre reprit de plus belle. Madame Arther regarda l'horloge qui se trouvait sur sa cheminée. Cette fois-ci, elle était tout à fait certaine de n'avoir pas dormi, bien éveillée et en possession de ses facultés. Elle avait bel et bien entendu la voix de son défunt mari. Il ne s'agissait pas d'une hallucination. Confusément, elle tenta de se rassurer en se remémorant la leçon que lui avait faite son neveu sur les ondes magnétiques. Serait-ce vraiment possible que Patrick se soit adressé à elle? Sa voix n'était pas très reconnaissable. Il est vrai, à part cet accent irlandais, mais peut-être avait-elle été déformée par la distance. Patrick avait une voix assez rauque, très spéciale et très basse, ce qui n'était pas le cas de celle qu'elle venait d'entendre. Mais sans doute cette déformation des sons s'expliquait techniquement. Tout à coup, elle regretta de n'avoir pas mieux écouté Charles lorsqu'il lui avait expliqué quelques données sur les phénomènes électriques. Quoi qu'il en soit, elle décida de prendre au sérieux l'annonce de sa fin prochaine et sonna sa femme de chambre. Élisabeth vint aussitôt. C'était une grande femme maigre d'une 60aine d'années qui, sous des dehors un peu rudes, cachait un cœur tout dévoué à sa maîtresse. « Élisabeth, vous souvenez-vous du jour où vous m'avez vu ranger mon bureau ?»« Oui, madame. Je vous ai fait remarquer alors que je plaçais une grande enveloppe blanche et cachetée dans le petit tiroir de gauche en haut. Je me le rappelle, madame. Ce tiroir est fermé à clé. Cette dernière se trouve dans mon trousseau personnel. La voici. » Elle lui montra une petite clé. « Vous voyez, elle porte une marque blanche sur l'anneau. Cette lettre est très importante. Ce sont mes dernières volontés. »« Madame, tout y est indiqué pour mon enterrement. » Le visage d'Élisabeth se crispa de chagrin. « À quoi bon parler de tout cela, madame? Vous vous portez beaucoup mieux maintenant. Il faut bien s'attendre à mourir un jour ou l'autre. J'ai 70 ans, le cœur malade et l'habitude de regarder les choses en face, au lieu de pleurnicher comme vous le faites. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, j'aime autant que vous vous en alliez. » Incapable de maîtriser son chagrin, Élisabeth quitta donc la pièce, suivie des yeux par sa maîtresse attendrie. Un peu sotte, ma pauvre Élisabeth, mais si fidèle, oui, si fidèle. Voyons combien lui ai-je laissé dans mon testament. 50 livres ou 100? Il faut que je m'en assure. J'espère qu'il s'agit de 100 livres, elle les mérite. Après tout ce temps qu'elle a passé avec moi. La question la préoccupa si bien que dès le lendemain matin, elle écrivit à son avoué pour lui demander de lui envoyer son testament afin qu'elle y apporte quelques modifications. La journée ne devait d'ailleurs pas se terminer sans une nouvelle source d'étonnement. Au cours du dîner, Charles lui posa une question étrange. « Imaginez-vous, tante Mary, que ce matin je suis entré par mégarde dans le petit fumoir où nous ne tenons jamais. J'ai été frappé par le tableau qui se trouve au-dessus de la cheminée. Vous voyez sans doute ce que je veux dire. C'est le portrait d'un drôle de bonhomme en favori et casque colonial. » Madame Arther eut un haut le cœur devant tant de désinvolture. « C'est de ton oncle Patrick que tu parles de cette manière, Charles. » Le jeune homme parut vraiment confus. « Quel étourdi je fais! Je vous supplie de me pardonner ma légèreté, mais je vous assure que je n'ai jamais eu la moindre intention de vous peiner. »« Je te crois, Charles. »« Je me demande vraiment pourquoi... » Il se tut indécis. Sa tante le pressa de poursuivre. « Que veux-tu dire, Charles? » « Rien, cela n'a vraiment pas d'importance. » Sur le moment, elle n'insista pas. Mais le lendemain, lorsqu'ils furent seuls, tous les deux, elle l'interrogea à nouveau. « J'aimerais savoir ce qui semblait tellement t'intriguer au sujet du portrait de ton oncle. » Charles parut très embarrassé. « Je vous l'ai déjà dit, ma tante, ce n'était qu'une idée en l'air et tellement absurde. Je veux que tu me dises ce que c'est. » Lorsque Madame Arther prenait ce ton autoritaire, il n'y avait guère qu'à lui obéir. Ce que fit son neveu.
Eh bien, tant pis pour moi, lorsque j'aurai parlé, je suis certaine que vous vous moquerez de moi, et vous aurez bien raison. Au fait, je t'en prie, figurez-vous qu'avant-hier soir, en rentrant à la maison, j'ai cru apercevoir une silhouette penchée à la fenêtre, du bout au premier étage. La nuit était très sombre, et vous savez aussi bien que moi combien la lueur des phares peut être trompeuse. Ce n'était probablement qu'un simple reflet. Pourtant, j'ai bien cru le voir. Le voir? Qui donc? Cet homme au favori, oncle Patrick. J'avoue que sur le moment, je me suis vraiment demandé de qui il pouvait bien s'agir. Son visage m'était tout à fait inconnu. Et puis il était vêtu d'une si curieuse manière. J'ai même demandé à Elisabeth si vous avez eu une visite ce jour-là. Elle a dû te répondre qu'il en était rien. En effet, j'en ai donc conclu que je m'étais trompé. Jugez donc de ma surprise lorsque le lendemain matin, en rentrant tout à fait par hasard dans le fumoir, alors que je ne crois pas y avoir mis les pieds depuis mon arrivée, j'aperçus ce portrait. C'était trait pour trait celui de l'homme que j'avais cru voir la nuit précédente. C'est très étrange, en effet. Pas autant qu'on pourrait le penser, ma tante. Mon subconscient m'a trahi, tout simplement. J'ai déjà dû entrer dans ce fumoir, bien que je l'ai oublié. Sans m'en rendre compte, j'ai remarqué ce tableau. Puis, à la suite de je ne sais quelle association d'idées, j'ai replacé ce visage qui m'avait tant frappé, sans que je m'en doute, sur une simple zone ombrée dessinée dans l'embrasure de cette fenêtre par le halo de mes phares. Tu veux parler de la dernière fenêtre à gauche sur la façade? Oui, pourquoi? Pour rien. Cette fenêtre, c'est justement celle de la chambre de Patrick, songea la vieille dame, qui se sentait de plus en plus cernée par le surnaturel. Ce soir même, Charles dîna en ville. Madame Arthur s'installa devant sa radio comme d'habitude. Si pour la 3e fois elle entendait la voix de Patrick, elle ne pouvait plus avoir de doute sur la valeur de l'avertissement de l'au-delà. Elle attendit de pied ferme, mais le cœur battant. Ce ne fut pas long. L'émission s'interrompit comme les autres fois. Il y eut un silence, puis la voix lointaine retentit faiblement. « Mary, Mary, je pense que tu es prête maintenant. Je viendrai te chercher vendredi soir à 9h30. Ne crains rien, tout se passera très vite, sans la moindre souffrance. Sois prête. » Très pâle, Madame Arthur nota rapidement ce qu'elle venait d'entendre. Ce soir, à 9h15, j'ai entendu très nettement la voix de mon mari, mort depuis 25 ans. Il m'annonçait ma fin pour vendredi soir, à 9h30. Si cela se réalise, j'aimerais, cher docteur, que vous fassiez le nécessaire avant que tout le monde sache qu'il est possible, dans certains cas, de communiquer avec l'au-delà. Mary Arthur. Elle plia sa lettre, la mit sous enveloppe, qu'elle cacheta et appela sa femme de chambre. Elisabeth, s'il m'arrive quelque chose dans la nuit du vendredi à samedi, vous donnerez cette lettre au docteur Meynell, s'il vous plaît. Elle arrêta d'un geste les protestations éplorées qu'elle redoutait par-dessus tout. Je vous en prie, restez calme. Vous m'avez si souvent parlé d'avertissement terrestre, confirmé par la suite, que vous ne pouvez pas ne pas me comprendre aujourd'hui. Sachez donc que j'ai le pressentiment que je n'en ai plus pour très longtemps. À ce sujet, j'ai quelque chose à vous dire. Dans mon testament, je vous ai laissé 50 livres. Réflexion faite, je voudrais vous doubler cette somme. Si jamais je ne pouvais me rendre à la banque à temps, M. Charles fera le nécessaire pour vous en verser le complément. En conséquence, elle en parla à son neveu. Si jamais il m'arrivait quelque chose avant que je puisse aller retirer de l'argent à la banque, n'oublie surtout pas de verser 50 livres à Elisabeth, Charles. Je lui ai légué la même somme par testament, mais je ne trouve pas cela suffisant en regard des services rendus. Surtout, pense-y bien. Vous n'êtes guère optimiste aujourd'hui, ma chère tante, fit Charles avec gentillesse. Que voulez-vous qu'il vous arrive? Le docteur Meynell assure que vous aurez encore bon pied et bon œil pour vos 100 ans. À quoi riment toutes ces dispositions de dernière minute? Madame Arthur sourit en haussant les épaules, puis lui demanda à brûle-pourpoint ce qu'il comptait faire dans la soirée de vendredi. La question parut prendre le jeune homme au dépourvu. Vendredi, en principe, je dois aller jouer au bridge, c'est les Ewig. Mais si vous avez envie que je vous tienne compagnie, j'y renoncerai avec le plus grand plaisir. Surtout pas, mon cher petit. Cette nuit-là, plus qu'une autre, je préfère être seul. Charles lui adressa un coup d'œil interrogateur, mais comme elle ne montrait pas la moindre intention de s'expliquer là-dessus, il n'insista pas. Madame Arthur était une personne pleine de détermination et de volonté.
Elle s'était toujours efforcée d'agir avec courage. Elle n'allait pas faiblir maintenant. Elle attendrait donc seule l'heure de cet étrange rendez-vous. Le vendredi soir, Madame Arter s'installa, comme de coutume, dans son grand fauteuil, tout près de la cheminée, où brûlait gaiement un feu de bois. À part le crépitement des flammes, tout était silencieux dans la grande maison. Elle était prête, le matin ayant passé à la banque et retiré 50 livres, elle les avait donnés directement à Élisabeth malgré les protestations et les larmes de celle-ci. Puis elle avait mis toutes ses affaires en ordre, fait 3 ou 4 petits paquets de bijoux destinés à des amis et à de vagues cousines, et elle avait enfin écrit une lettre à son neveu par laquelle elle le priait de faire parvenir son service à thé en Worcester à sa cousine Emma et les 2 grands vases de Sèvres au jeune William. Maintenant, elle se sentait infiniment lasse. Elle ferma un instant les yeux, puis, se reprenant, ouvrit la grande enveloppe bleue qu'elle venait de recevoir de l'étude de maître Hopkinson et qui contenait le manuscrit de son 2e testament, celui par lequel elle instituait Charles comme légataire universel. Elle le relut rapidement. Tout y était clair. À part les 50 livres destinés à Élisabeth, elle avait donc bien fait de compléter la somme en question, et 2 legs de 500 livres chacun pour sa sœur et sa cousine Germaine. Tout revenait à son neveu. Charles serait très riche, ce qui n'était que justice après tout, car il avait véritablement ensoleillé ses derniers moments. Jamais elle ne l'avait vu autrement que gai, aimable et affectueux. Un coup d'œil sur l'horloge lui apprit qu'il était bientôt la demie. Bien qu'un peu crispée, elle s'étonnait d'être aussi calme. La radio marchait en sourdine. Peut-être allait-elle entendre à nouveau la voix de Patrick. Rien de tel. Au lieu de cela, un bruit bien anodin et familier qui cependant lui glaça le cœur. On frappait à la porte d'entrée. On frappa encore. Elle entendit ensuite la porte s'ouvrir et quelqu'un marcher dans le hall. Puis la porte du salon, où elle se trouvait, s'entr'ouvrit silencieusement. Elle se sentit soudain prise de panique. Elle se leva. Le document qu'elle tenait à la main glissa sur le sol et atterrit dans la cheminée, où il se consuma aussitôt. La porte s'ouvrit davantage, et elle aperçut dans l'ombre du vestibule une silhouette qu'elle reconnut aussitôt. Un homme dont le visage portait des favoris sombres et dont le costume datait de la reine Victoria. Patrick est réellement venu me chercher, songea-t-elle avec terreur. Elle porta la main à son cœur, voulut crier, mais son cri dégénéra en râle. Elle s'affaissa sur le sol, sans vie. Élisabeth la découvrit ainsi 1 heure plus tard. Elle appela immédiatement le médecin, qui ne put que constater le décès. Elle téléphona ensuite à Charles, qui se trouvait chez des amis comme il l'avait annoncé, et qui accourut aussitôt. Dans son affolement, la femme de chambre oublia les recommandations de sa maîtresse, et ce ne fut que 2 jours plus tard qu'elle remit la lettre de Madame Arter au docteur. Ce dernier la montra à Ridgway. Quelle curieuse coïncidence. Votre tante était pourtant une personne très réaliste, et cela m'étonne qu'elle ait pu vraiment croire entendre son mari lui parler. Ses nerfs l'auront trahi, mon pauvre ami, malgré toutes les précautions dont vous l'entouriez. Vous n'avez rien pu faire contre cela. L'autopsie sera très rapide et je vous ferai connaître le résultat au plus tôt. Dans de telles circonstances, l'autopsie était de rigueur et Charles savait pertinemment qu'il n'avait rien à craindre à ce sujet. D'ailleurs, il avait fait preuve de la plus grande prudence dès le début de son entreprise. La nuit même de la mort de sa tante, lorsque tout le monde s'était retiré et qu'il s'était assuré qu'Élisabeth ne le dérangerait pas, il avait enlevé le fil qui reliait le poste de radio de sa tante à l'émetteur qu'il possédait dans sa chambre. Puis, brûlé dans la cheminée la paire de favoris postiches qui accentuèrent sa ressemblance certaine avec son oncle et qu'il avait tout de suite remarqué. Quant au costume démodé endossé quelques heures auparavant, il l'avait remis au grenier dans la grande malle, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Il se sentait très tranquille, très satisfait, sans l'ombre d'un remords. Après tout, qu'avait-il fait de mal? Une simple farce, peut-être un peu macabre, ne peut en aucun cas être assimilé à un acte criminel. C'est après avoir entendu le docteur Meynell lui dire que sa tante pouvait encore vivre des années à condition de lui éviter des émotions qu'il avait eu l'idée de ce scénario tragique-comique, puisqu'une grande frayeur pouvait être fatale à la vieille dame. Il décida de lui en fournir l'occasion, ce qui réussit parfaitement. Pourtant, il aimait bien cette tante à héritage, et s'il n'avait eu le couteau sur la gorge,
Jamais il n'aurait songé à l'envoyer ad patres. Mais il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Et dans un temps record. Personne, et sa tante moins que d'autres, ne se doutait des difficultés dans lesquelles il se débattait depuis quelque temps. Des difficultés qui, sans l'appoint providentiel d'une somme importante, ne pouvaient que le mener en prison. Heureusement, tout était arrangé maintenant. Le scandale, la ruine, évité, grâce à son habile stratagème, Charles était très content de lui. Perdu dans ses réflexions, il entendit à peine Élisabeth lui annoncer la visite de maître Hopkinson. Se composant un visage de circonstance, malgré son contentement intérieur, il rejoignit l'homme de loi dans la bibliothèque. « Bonjour, monsieur Ridgway, j'avoue ne pas très bien comprendre les termes de votre lettre. Vous paraissez croire que le testament de votre tante se trouve en ma possession. Sans doute ma tante me l'a appris lors d'une conversation que nous avons eue ensemble. Il l'était en effet. Dois-je comprendre par là qu'il ne l'est plus? Exactement. Mardi dernier, madame Arter m'a écrit pour me demander de le lui envoyer, car elle désirait y apporter quelques modifications. Charles eut tout à coup le pressentiment d'un grand malheur. Je suppose qu'il doit se trouver dans ses papiers, reprit l'avoué. Les avez-vous examinés? Soucieux de ne pas se trahir, Charles préféra se taire. Pourtant, son premier soin, après la mort de sa tante, fut de fouiller son bureau, et il était tout à fait sûr qu'aucun testament ne s'y trouvait. M. Hopkinson examina donc les papiers de la défunte, et n'y trouvant rien naturellement, il interrogea Élisabeth. « Vous avez dû ranger la chambre de votre maîtresse, n'est-ce pas? N'y auriez-vous rien trouvé qui ressemblât à un testament? » « Non, d'autant plus que je sais parfaitement de quoi il s'agit, puisqu'elle l'a écrit en ma présence. Même je peux vous dire qu'elle le lisait le matin même de sa mort. »« En êtes-vous sûr ?» Élisabeth inclina la tête d'un air accablé. « Tout à fait. D'ailleurs, elle m'en a parlé. Elle m'a même forcé à accepter 50 livres en argent liquide parce qu'elle trouvait que les 50 livres qu'elle m'avait léguées n'étaient pas suffisantes. Le testament en question se trouvait dans une grande enveloppe bleue. »« C'est exact, fit M. Hopkinson. »« Maintenant que vous m'y faites penser, reprit Élisabeth, cette même enveloppe se trouvait sur cette table le matin après sa mort. Je l'ai mise sur le bureau, elle était vide. Je me souviens en effet de l'y avoir vue, remarqua Charles. Il se leva pour prendre dans le petit secrétaire de sa tante l'enveloppe bleue vide que reconnut aussitôt l'avoué. « Pas de doute, c'est bien celle dans laquelle j'ai adressé le testament à votre tante, mardi dernier. » Tout à coup, maître Hopkinson parut avoir une idée. « Pouvez-vous me dire s'il y avait du feu dans la cheminée le soir de la mort de madame Arter? »« Bien sûr, monsieur, comme d'habitude. »« Merci beaucoup, Élisabeth. Vous pouvez vous retirer. » Les deux hommes restèrent un moment silencieux. Charles semblait mal à l'aise. « Que pensez-vous de tout ceci, maître? Quelles sont vos intentions ?» L'avoué hocha la tête d'un air perplexe. « Tout espoir de retrouver ce testament n'est pas encore perdu, rassurez-vous, bien entendu, si c'était le cas. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne pourrais en conclure que votre tante m'a demandé de lui envoyer ce document pour le détruire. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle agi ainsi? » M. Hopkinson se racla la gorge à plusieurs reprises, comme pour masquer sa gêne. « Monsieur Ridgway, permettez-moi une question. Ne vous êtes-vous pas disputé avec votre tante récemment? »« Mais non, je vous assure, nous étions en très bons termes, jusqu'à la fin. »« Ah !» fit l'avoué en évitant de rencontrer son regard. Charles comprit que Hopkinson ne le croyait pas. Peut-être était-il au courant des ennuis d'argent. Quoi de plus naturel dans ces conditions qu'il pensa que de telles rumeurs étaient venues jusqu'aux oreilles de sa cliente et que, déçue par la conduite de son neveu, elle ait tout à coup désiré réduire son legs. Ironie du sort, lorsque Charles mentait, on le croyait sans difficulté. Pour une fois qu'il disait la vérité, on mettait sa parole en doute. Il savait pertinemment que sa tante n'avait jamais eu l'intention de brûler le testament. Le brûler? Tout à coup il se souvint. En apercevant le fantôme de Patrick, sa tante s'était levée, les yeux horrifiés, la main sur le cœur. Voyons, il ne rêvait pas. Il avait bel et bien vu glisser de sa main un papier, qui était tombé dans l'âtre pour s'y consumer aussitôt. Le testament. C'était donc cela. Il pâlit affreusement et entendit vaguement une voix rauque, la sienne, demander: « Qu'arrivera-t-il si ce testament n'est jamais retrouvé? »
Nous avons gardé dans le dossier celui qu'elle avait déposé en 1920 et par lequel elle faisait de sa nièce Myriam, artère, sa légataire universelle. C'est celui-là qui, seul, aura de la valeur. Que lui racontait donc ce vieux fou? Myriam allait hériter à sa place, Myriam dont le mari déplaisait souverainement à sa tante, Myriam et ses 4 rejetons. Dire qu'il s'était donné tout ce mal pour sa cousine. Charles était désespéré. Le téléphone se mit à sonner. Il décrocha d'un geste machinal. « Allô? Ici le docteur Meynell. C'est vous, Ridgway? J'ai sous les yeux le résultat de l'autopsie et j'ai pensé que vous aimeriez être au courant. Comme je vous l'ai dit, c'est le cœur qui a flanché. Mais contrairement à ce que je croyais, après l'avoir consultée, elle était au bout du rouleau. Autrement dit, elle n'avait guère plus que quelques semaines à vivre, malgré toutes les précautions possibles. J'ai pensé que cela vous apporterait quelque consolation. »« Quoi? Que me dites-vous? Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire, docteur? » Bien, volontiers, je vous disais que votre tante était condamnée et qu'en étant optimiste, elle ne pouvait guère vivre au-delà d'un mois ou 2. Charles n'en put entendre davantage et raccrocha brutalement. Son trouble était tel qu'il ne s'aperçut pas tout de suite qu'on lui parlait. « Voyons, monsieur Ridgway, disait M. Hopkinson, réellement inquiet devant la pâleur de son interlocuteur. Qu'avez-vous donc? Vous n'allez tout de même pas vous évanouir. Qu'ils aillent donc tous au diable. Ce damné Hopkinson, cette âne batté de docteur. Tout était fini pour lui. Tout à coup, il eut une sorte d'hallucination. Quelqu'un se moquait de lui, quelqu'un dont il ne pouvait apercevoir le visage, mais qui venait de beaucoup s'amuser à ses dépens, et qui riait, qui riait, qui riait. Fin. La nouvelle s'intitule « Le vase bleu ». Jack Harrington regarda tristement son parcours de golf et, debout auprès de sa balle, mesura la distance tandis que son visage reflétait le dégoût. Il soupira, prit un club, décapita tour à tour une fleur de chicorée sauvage et une touffe d'herbe, puis attaqua vigoureusement la balle. Il est pénible quand on a 24 ans et pour ambition unique d'améliorer son classement au golf, d'être obligé de consacrer du temps et de l'attention aux problèmes de la vie matérielle. Sur les 7 jours de la semaine, Jack était enfermé pendant 5 jours et demi dans un bureau de la cité, qui ressemblait à un mausolée. Le samedi après-midi et le dimanche étaient religieusement consacrés au véritable but de sa vie. Et, mu par un excès de zèle, il avait loué une chambre dans un petit hôtel proche du terrain de golf de Stourton Heath, et se levait à 6 heures du matin afin de pouvoir s'entraîner pendant 1 heure, avant de prendre à 6h46 le train de Londres. Le seul inconvénient du système résidait dans le fait qu'il paraissait incapable d'actionner une balle à cette heure matinale. Jack soupira, saisit son club et se répéta les mots magiques. Le bras gauche en avant sans lever les yeux. Il balança le bras puis s'arrêta pétrifié, tandis qu'un cri aigu déchirait le silence de cette matinée printanière. « À l'assassin! Au secours !» La voix féminine s'interrompit dans un sanglot. Jack jeta son club et se précipita dans la direction d'où le cri était parti, à peu de distance semblait-il. Ce côté du terrain de golf était fort désert, et on y apercevait un petit cottage fort pittoresque au demeurant. Jack y courut, contourna un talus de bruyères et se trouva bientôt devant une barrière qui protégeait un jardin. Une jeune fille s'y tenait seule, et pendant un court instant, Jack crut qu'elle avait appelé au secours, mais il ne tarda pas à changer d'avis. L'inconnu tenait à la main un petit panier plein de mauvaises herbes et venait manifestement de se redresser après avoir nettoyé une bordure de pensée. Le jeune homme remarqua que ses yeux veloutés ressemblaient aux fleurs dont elle s'occupait, et aussi qu'elle fixait sur lui un regard à la fois vexé et surpris. « Je vous prie de m'excuser, dit-il. N'avez-vous pas poussé un cri? »« Moi? Sûrement pas. » Elle parlait d'un air tellement étonné que Jack fut très penaud. L'inconnu avait une très jolie voix, au timbre quelque peu étranger. « Mais vous avez sûrement entendu appeler au secours tout près d'ici. » La jeune fille répliqua. « Je n'ai rien entendu. »
Jack demeura stupéfait. Il lui paraissait incroyable qu'elle n'eût pas perçu le cri d'effroi, et pourtant son calme était tel qu'il ne pouvait croire qu'elle mentait. Aussi ajouta-t-il: La voix était toute proche. Que disait-elle? Demanda l'inconnu en regardant Jack d'un air soupçonneux. Au secours, à l'assassin. À l'assassin? Quelqu'un s'est moqué de vous, monsieur. Qui aurait pu être tué ici? Jack regarda autour de lui avec la vague idée qu'il allait voir un cadavre sur le sentier. Il était sûr d'avoir entendu un cri, et il leva les yeux vers les fenêtres de la petite maison. Tout y paraissait calme et paisible. « Voulez-vous fouiller notre maison ?» demanda la jeune fille d'un ton sec. Elle paraissait tellement sceptique que la gêne de Jack augmenta. Il se détourna et dit: « Excusez-moi, la voix devait venir de plus haut dans les bois. » Puis, soulevant son chapeau, il s'éloigna. Ayant ensuite jeté un regard par-dessus son épaule, il constata que la jeune fille avait repris son jardinage avec calme. Il parcourut les bois pendant quelque temps, mais sans rien y voir d'anormal. Pourtant, il était de plus en plus certain d'avoir entendu un cri. Il finit par renoncer à ses recherches et se hâta de rentrer pour avaler son petit déjeuner et attraper au vol son train. Pourtant, une fois assis dans son compartiment, il éprouva un remords. N'aurait-il pas dû aller rendre compte à la police? L'incrédulité de la jeune fille avait-elle été cause de son inertie? Car il était évident qu'elle avait cru qu'il rêvait. Les policiers seraient sans doute du même avis. Était-il vraiment sûr d'avoir entendu crier? Il n'en était plus aussi certain. Il pouvait avoir confondu un appel d'oiseau avec la voix d'une femme. Toutefois, il repoussa cette idée et se souvint d'avoir regardé sa montre juste avant d'avoir entendu crier. Il devait être 7h25. Ce détail pouvait être utile aux enquêteurs si l'on faisait des recherches. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il lut attentivement les journaux pour voir si aucun crime n'était signalé. Il ne trouva rien et fut à la fois soulagé et désappointé. Le lendemain matin, il pleuvait tellement que le plus ardent joueur de golf eût renoncé à manier ses clubs. Jack se leva à la dernière minute, déjeuna au galop, sauta dans le train et parcourut vivement les journaux qui n'annonçaient rien de tragique. C'est curieux, pensa le jeune homme. Des gamins devaient jouer dans les bois. Il sortit de bonne heure le lendemain et, en passant devant la petite maison, il aperçut la jeune fille qui arrachait des mauvaises herbes. Ayant commencé à jouer, il regarda sa montre et murmura: « Juste 7h25. Je me demande... » La phrase s'arrêta dans sa gorge car le cri qui l'avait tant effrayé retentit à nouveau. « À l'assassin! Au secours !» C'était une voix de femme absolument affolée. Jack revint sur ses pas en courant. La fille aux pensées était debout, devant la barrière. Elle semblait effrayée et Jack courut vers elle d'un air triomphant en criant: « Vous avez entendu cette fois ?» Les yeux de l'inconnue étaient grands ouverts, mais elle recula, regarda la maison comme si elle voulait s'y réfugier, secoua la tête et répondit: « Je n'ai rien entendu. » Jack eut l'impression qu'elle lui avait asséné un coup entre les deux yeux. Sa sincérité était tellement évidente qu'il ne pouvait mettre sa parole en doute. Pourtant, il n'avait pas imaginé ces cris. Il entendit la jeune fille dire doucement, presque avec sympathie: « Vous avez été témoin d'un bombardement sans doute. » Il comprit le regard affolé, le recul. Elle supposait qu'il avait des visions. Puis, comme une douche glacée, l'idée lui vint que cette fille avait peut-être raison. Avait-il des hallucinations? Saisi d'effroi, il se détourna et s'éloigna d'un pas mal assuré, sans répondre un mot. La jeune inconnue le suivit des yeux, soupira, secoua la tête et se remit à son travail. Jack tenta de se raisonner. « Si j'entends encore ce maudit bruit à 7h25, pensa-t-il, je serai certain d'être le jouet d'une hallucination. Mais je ne l'entendrai pas. » Il demeura nerveux toute la journée et se coucha de bonne heure, décidé à tenter l'expérience le lendemain matin. Ainsi que cela se produit souvent dans les cas semblables, Jack resta éveillé une partie de la nuit et sombra ensuite dans un sommeil profond. Il était 7h20 quand il sortit de l'hôtel et se mit à courir vers le golf. Il comprit qu'il ne pourrait arriver à l'endroit fatal avant 7h25, mais estima que, s'il s'agissait d'une simple hallucination, il l'apercevrait n'importe où. Aussi se mit-il à courir, les yeux fixés sur les aiguilles de sa montre. 7h25.
L'écho d'un cri de femme lui parvint de très loin. Il ne pouvait distinguer les mots, mais il fut convaincu que l'appel était le même, et venait également des environs de la maison. Toutefois, il fut rassuré et pensa qu'il pouvait s'agir d'une plaisanterie, si invraisemblable que cela parût. La jardinière inconnue se moquait peut-être de lui. Il se redressa, prit un club dans son sac et se décida à jouer jusqu'à la maison. La jeune fille était dans le jardin comme d'habitude. Elle leva la tête et quand il lui souhaita timidement le bonjour, il la trouva plus jolie que jamais. « Belle journée, n'est-ce pas » cria-t-il en maudissant la banalité de sa phrase. « Oui, très belle. Le temps doit être favorable au jardin. » L'inconnu sourit, ce qui creusa une fossette dans sa joue. « Hélas, non. Il faut de la pluie pour mes fleurs. Voyez, elles sont toutes fanées. » Jack obéit à l'invitation et s'approcha de la petite haie qui séparait le jardin du golf. « Vos fleurs me paraissent en bon état, » répondit-il gauchement, tout en constatant que l'inconnu le regardait avec pitié. « Oui, déclara-t-elle, le soleil est bon pour la santé et on peut toujours arroser les fleurs, mais il est encore meilleur pour les malades. Vous semblez beaucoup plus robuste aujourd'hui, monsieur. » Sa voix pleine de compassion agaça fortement Jack, qui répliqua. « Je me porte à merveille. » « Alors tout va bien, dit-elle, et son interlocuteur eut la certitude qu'elle n'en croyait rien. Il acheva son parcours et rentra en hâte pour déjeuner. Tout en mangeant, il constata, et ce n'était pas la première fois, qu'un personnage assis à une table voisine le regardait avec attention. D'âge moyen, il avait un visage énergique, une barbiche noire et des yeux gris au regard perçant. Son attitude pleine d'assurance le désignait comme un homme occupant une situation en vue. Jack savait qu'il se nommait Levington et avait entendu dire que c'était un médecin réputé. Mais comme il ne fréquentait guère le milieu médical, il n'en savait pas plus. Toutefois, ce jour-là, il s'aperçut que son voisin l'observait avec un grand intérêt et en éprouva un certain malaise. En raison de sa profession, cet homme avait-il découvert qu'il était malade? Soudain, Jack se rendit compte qu'il pouvait s'en assurer. Jusqu'alors, il avait toujours été seul quand il entendait le cri. S'il avait un compagnon, 3 hypothèses pouvaient se produire. La voix mystérieuse pouvait ne pas se faire entendre, les 2 hommes pouvaient l'entendre, ou encore, lui, Jack, l'entendrait seul. Ce soir-là, il commença à mettre son plan à exécution. Il entama une conversation avec Levington, qui en parut enchanté. Il était clair que le jeune homme l'intéressait et il accepta sans hésiter l'offre d'une partie de golf pour le lendemain matin. Ils partirent un peu avant 7 heures. La journée était magnifique, calme et ensoleillée, pas trop chaude. Le médecin jouait bien, tandis que Jack accumulait les fautes car son esprit était entièrement absorbé par ce qu'il allait se produire. Il consultait sa montre à chaque instant. Ils atteignirent le 7e trou, près duquel se trouvait la maison, vers 7h20. Comme d'habitude, la jeune fille jardinait, mais elle ne leva pas la tête quand les 2 hommes s'approchèrent. Les 2 balles étaient sur leur parcours, celle de Jack près du trou, celle du médecin un peu plus loin. « Il faut que j'essaye un bon coup, » déclara Levington. Il se pencha pour évaluer la distance, tandis que Jack, immobile, avait les yeux fixés sur sa montre. Il était exactement 7h25. La balle courut sur l'herbe, s'arrêta au bord du trou, hésita puis tomba. « Voilà un coup à droit, » dit Jack d'une voix rauque, tout en soulevant son poignet d'un air soulagé. Il ne s'était rien produit. Le charme devait être rompu. « Si vous voulez bien attendre 1 minute, dit le jeune homme, je voudrais bourrer ma pipe. » Les 2 joueurs s'arrêtèrent, et Jack emplit sa pipe d'une main, qu'il ne pouvait empêcher de trembler. Un énorme poids semblait ôté de son esprit. Il dit avec soulagement. « Quelle belle journée !» Puis, au moment où Levington levait son club, une voix de femme à l'agonie cria. « À l'assassin! Au secours !» Jack laissa échapper sa pipe et regarda dans la direction du cri. Puis il se tourna vers son compagnon. Celui-ci, la main en visière, devant les yeux, déclara « Un peu court, je crois. » Il n'avait rien entendu. Un vertige s'empara de Jack qui fit 1 ou 2 pas en titubant. Quand il reprit connaissance, il était allongé sur l'herbe et Levington se penchait sur lui en disant « Attention, ne bougez pas. »« Que m'est-il arrivé ?»« Vous avez perdu connaissance, ou presque, jeune homme. »« Mon Dieu !» gémit le pauvre garçon. « Qu'avez-vous? Des ennuis? Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous poser une question. » Le médecin alluma sa pipe,
s'assit sur le talus et répondit avec calme. Tant que vous voudrez. Vous m'avez étudié depuis 1 ou 2 jours. Pourquoi? Levington cligna de l'œil. Voilà une question gênante. Il est toujours permis de regarder ses semblables. Ne vous dérobez pas. Je parle sérieusement et j'ai une raison impérieuse de vous interroger. Le médecin prit un air professionnel. Je vais vous répondre en toute franchise. J'ai décelé en vous tous les signes d'une intense préoccupation et je me suis demandé d'où elle venait. Je puis vous renseigner, dit Jack tristement, je deviens fou. Il s'interrompit, mais comme cette déclaration ne paraissait pas susciter l'intérêt et l'effroi auquel il s'attendait, il répéta. Je vous dis que je deviens fou. Très curieux, murmura Levington, vraiment très curieux. C'est tout l'effet que cela vous fait, répondit Jack indigné. Les médecins n'ont pas de cœur. Voyons, mon jeune ami, vous parlez sans réfléchir. D'abord, bien que j'ai mon passé de doctorat, je ne pratique pas et je ne soigne pas le corps. Jack le dévisagea. Vous soignez le cerveau? Jusqu'à un certain point, mais plutôt l'âme. Oh! Je vois que vous êtes déçu, et pourtant, il nous faut bien qualifier ainsi le principe qui existe en dehors du corps, lequel est son habitat terrestre. L'âme n'est pas seulement l'expression religieuse inventée par le clergé. Appelons-la esprit ou subconscient, ou autrement si vous le préférez. Vous êtes froissé de mes paroles tout à l'heure. Pourtant, je vous assure que j'ai trouvé bizarre qu'un garçon aussi bien constitué et normal que vous eût l'impression de devenir fou. C'est pourtant exact. Excusez-moi, mais je n'en crois rien. J'ai des hallucinations. Après le dîner? Non, le matin. Ce n'est pas possible, affirma le médecin en rallumant sa pipe éteinte. Je vous affirme que j'entends des bruits que nul autre ne perçoit. Un homme sur 1000 voit des lunes sur Jupiter, et ce n'est pas parce que les autres ne les voient pas qu'il faut douter de leur existence et traiter cet homme de fou. Les lunes de Jupiter ont été scientifiquement reconnues. Il est fort possible que les visions actuelles soient scientifiquement admises dans l'avenir. Jack ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par le calme de Levington. Et il se sentit infiniment réconforté. Le médecin le dévisagea pendant un instant, puis déclara. Voilà qui est mieux. L'ennui avec vous autres jeunes gens vient de ce que vous êtes tellement convaincus de posséder la science infuse que vous êtes furieux quand quelque chose se produit qui ébranle vos opinions. Dites-moi ce qui vous a fait croire que vous perdez l'esprit. Puis nous déciderons s'il faut vous mettre en cellule. Jack décrivit tout ce qui lui était arrivé, aussi sincèrement que possible, et ajouta. Je ne puis comprendre pourquoi ce matin, la chose ne s'est produite qu'à 7h30. Donc 5 minutes plus tard. Levington réfléchit un instant puis demanda. Quelle heure est-il à votre montre? 8h moins quart, répondit Jack après avoir vérifié. C'est donc fort simple. La mienne annonce 8h moins 20. La vôtre avance donc de 5 minutes, ce qui est capital. Pourquoi? Voici une explication évidente. Le premier jour, vous avez vraiment entendu un cri, qui pouvait ou non être poussé par un plaisantin. Le lendemain, vous vous êtes figuré que vous l'entendriez à la même heure. Je suis sûr que non. Vous ne l'avez pas pensé consciemment, mais le subconscient nous joue parfois de drôles de tours. D'ailleurs, cette explication ne vaut rien, car s'il s'agissait d'une suggestion, vous eussiez entendu le cri à 7h25, d'après votre montre, mais pas au moment où vous supposiez que l'heure était passée. Et alors? Voyons, c'est bien simple. Cet appel au secours occupe un endroit et un moment bien précis dans l'espace et dans le temps. L'espace est situé près de cette maison et le moment se place à 7h25. Bien, mais pourquoi suis-je le seul à l'entendre? Je ne crois pas aux fantômes ni aux esprits frappeurs. Pourquoi est-ce moi qui perçois ces bruits? Nous ne pouvons le dire à présent. Il est d'ailleurs étrange que les meilleurs médiums soient choisis parmi les pires sceptiques. Ce ne sont pas les personnes qui s'intéressent aux phénomènes occultes qui les enregistrent. Certains êtres humains voient et entendent ce que d'autres négligent. Nous ignorons pourquoi et 9 fois sur 10, ils ne le souhaitent pas et croient avoir eu des hallucinations comme vous. L'électricité aussi a de bons et de mauvais conducteurs et pendant fort longtemps, nous avons ignoré pourquoi nous nous sommes contentés d'accepter les faits. Maintenant, nous en connaissons la raison et un jour, sans doute, nous comprendrons pourquoi. Vous entendez ce que cette jeune fille et moi ne percevons pas. Voyez-vous,
Tout est actionné par une loi naturelle, et le surnaturel n'existe pas. Que dois-je faire? Interrogea Jack. Levington se mit à rire et répondit. Vous ne manquez pas d'esprit pratique. Pour l'instant, bien déjeuner et partir pour Londres, sans vous tourmenter au sujet de ce que vous ne comprenez pas. De mon côté, je vais me promener et essayer de me renseigner au sujet de cette maison. Je parie que c'est là que réside le mystère. Jack se leva et répondit. D'accord, monsieur, mais je suis sûr. De quoi? Le jeune homme rougit et murmura. Que la jeune fille est normale. Levington sourit. Vous ne m'avez pas dit qu'elle était jolie. Prenez courage, car je crois que le mystère existait avant elle. Ce soir-là, en rentrant, Jack était bourrelé de curiosité. Il mettait désormais tous ses espoirs en Levington. Quand il descendit pour dîner, il trouva son nouvel ami dans le vestibule et Levington lui proposa de dîner à la même table. « Avez-vous des nouvelles, docteur ?» interrogea vivement Jack. « J'ai appris l'histoire de la villa des Bruyères. Au début, elle était habitée par un vieil horticulteur et sa femme. Un entrepreneur en prit possession quand le mari mourut, et la vieille femme se retira chez sa fille. Le nouveau propriétaire modernisa la bicoque et la vendit à un citadin qui vint y passer les fins de semaine. Puis la céda à un ménage appelé Turner. D'après ce que j'ai entendu dire, ces gens étaient assez originaux. Le mari était anglais, la femme, très jolie et d'allure exotique, était à moitié russe. Ils vivaient très retirés, ne voyaient personne et ne sortaient jamais de leur jardin. La rumeur publique déclarait qu'ils avaient peur. Mais on ne peut guère ajouter foi à des propos de ce genre. Puis un matin, de très bonne heure, ils disparurent et ne revinrent jamais. L'agent immobilier reçut une lettre de Turner, timbrée de Londres, lui enjoignant de vendre la maison le plus vite possible, ainsi que le mobilier. L'acquéreur, un certain Molverer, n'y habita que 15 jours, puis l'a mis en location meublée. Un professeur de français, malade des poumons, et sa fille s'y sont installés, il y a juste 10 jours. Jack réfléchit, puis déclara. « Cela ne nous avance guère, ne trouvez-vous pas? »« J'aimerais en savoir plus long au sujet des Turner, dit Levington avec calme. Ainsi que je vous l'ai dit, ils partirent de grand matin, et nul n'assista à leur départ. Turner a été revu depuis, mais pas sa femme. » Jack pâlit. « Serait-il possible, croyez-vous? Ne vous agitez pas, jeune homme, l'influence de quelqu'un qui va mourir, surtout s'il s'agit de mort violente, est très forte. Les alentours peuvent s'imprégner de cette influence et la transmettre à quelqu'un en état de réceptivité. Vous, par exemple. »« Pourquoi moi ?» murmura Jack. « Pourquoi pas quelqu'un qui serait capable d'agir? Vous croyez qu'il s'agit d'une intelligence raisonnée et non d'une force aveugle? Je ne crois pas aux esprits qui viennent sur terre dans un but déterminé. Mais ce que j'ai constaté bien des fois, et que je ne puis prendre pour de simples coïncidences, c'est qu'il existe des forces obscures qui travaillent dans le même sens. » Levington se tut, comme s'il voulait chasser une obsession. Se tourna vers Jack et sourit. Le jeune homme acquiesça, volontiers sans toutefois parvenir à chasser l'idée de son esprit. Au cours des jours suivants, il fit une petite enquête sans obtenir davantage que le médecin, et il renonça à jouer au golf le matin. Un nouveau maillon de la chaîne lui fut apporté d'une manière inattendue. Un soir, en rentrant, Jack apprit qu'une jeune fille l'attendait. À sa grande surprise, il reconnut la belle aux pensées, comme il l'appelait. Elle paraissait très émue et intimidée. « Veuillez m'excuser, monsieur, de venir vous parler ainsi, mais je désire vous apprendre quelque chose. Elle regardait autour d'elle d'un air inquiet. « Entrez ici, répondit Jack vivement, en ouvrant la porte du salon des dames. Toujours désert à cette heure-là. Veuillez vous asseoir, mademoiselle Marchot, Alice Marchot. » Elle s'assit. Elle était vêtue d'un costume vert foncé qui rehaussait le charme de son teint. Le jeune homme sentit son cœur battre plus vite. Il demanda. « Dites-moi ce qui vous inquiète. »« Voici. Nous sommes ici depuis peu de temps, et, dès le début, nous avons entendu dire que notre charmante petite maison était hantée. Aucune servante ne veut y rester, ce qui n'a guère d'importance car je sais faire le ménage et la cuisine. Quel ange, pensa Jack. Elle est unique. Mais il parvint à garder l'air attentif. Je croyais que ces histoires de revenants étaient ridicules, mais depuis 4 jours, monsieur, j'ai fait le même rêve. Une femme très belle, grande et blonde,
est auprès de moi. Elle tient dans ses mains un vase de porcelaine bleue, et paraît au désespoir. Elle me tend le vase comme si elle me suppliait de le prendre. Mais je ne comprends pas pourquoi et malheureusement, elle ne peut pas parler. Ce rêve a été le même pendant les 2 premières nuits, puis avant-hier soir, il a été plus explicite. La femme s'est évaporée, tenant toujours le vase, et soudain, je l'ai entendue crier « À l'assassin! Au secours !» Donc, les mots que vous m'avez répétés l'autre jour. Je me suis réveillée en sursaut, mais j'ai cru que j'avais eu un cauchemar. Seulement la nuit dernière, j'ai eu le même rêve. De quoi s'agit-il, monsieur? Vous l'avez entendu aussi? Que devrons-nous faire? La jeune fille avait un visage terrifié. Ses petites mains se fermaient convulsivement et elle regardait Jack d'un air suppliant. Il afficha un calme qu'il était loin d'éprouver. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Vous devriez exposer votre rêve à un de mes amis, le docteur Livington, qui est en séjour ici. Alice accepta et Jack alla chercher Livington. Le médecin dévisagea la jeune femme pendant que Harrington exposait la question. Puis il se fit répéter son rêve et déclara « C'est fort curieux. Et avez-vous parlé à votre père ?» Alice secoua la tête. « Non, je n'ai pas voulu l'inquiéter. Il est très malade et je lui cache tout ce qui pourrait le troubler. » Livington répondit avec bonté. « Je comprends et je suis content que vous soyez venu me consulter. Monsieur Harrington a eu une alerte assez semblable à la vôtre et je crois que désormais nous sommes sur une piste. Vous n'avez aucun détail à me communiquer. » Alice sursauta. « Oh si, comme je suis sotte. Regardez, monsieur, ce que j'ai trouvé au fond d'un placard. Cette feuille avait glissé derrière une planche. Elle tendit une feuille de papier de dessin assez sale. On y avait tracé à l'aquarelle une esquisse, sans doute ressemblante, qui représentait une grande femme blonde au type étranger. Elle était debout devant une table où un vase de porcelaine bleue était posé. « Je n'ai trouvé cette feuille que ce matin, déclara la jeune fille, et ce dessin représente bien la femme que j'ai vue dans mes rêves. De plus, le vase est identique. »« C'est extraordinaire, dit Livington. La clé du mystère se trouve évidemment dans le vase. Il me paraît fait d'une ancienne porcelaine chinoise et avoir un dessin gravé très finement. »« C'est bien une porcelaine chinoise, affirma Jack. J'en ai vu un pareil dans la collection de mon oncle, qui est un grand expert des objets d'art de ce genre. » Livington garda le silence un instant, puis leva vivement la tête et interrogea. « Depuis combien de temps votre oncle a-t-il ce vase, Harrington ?»« Je ne sais pas vraiment. Réfléchissez. L'a-t-il acheté récemment ?»« Je ne sais pas trop. Oui, peut-être. En y réfléchissant. Les porcelaines ne m'intéressent pas, mais je me souviens qu'il m'a montré ses récentes acquisitions et que ce vase en faisait partie. Y a-t-il moins de 2 ans ? Les Turner ont quitté le cottage juste à ce moment-là. Je crois en effet que la date correspond. Votre oncle est-il un habitué des ventes aux enchères ? Certes, oui. Donc, il n'est pas impossible qu'il ait acheté ce vase à la vente du mobilier Turner. C'est une étrange coïncidence, ou plutôt, c'est ce que j'appelle un acte de justice. Il nous faut, Harrington, savoir le plus vite possible où votre oncle a acheté cette porcelaine. Le visage de Jack se rembrunit. Je crains que ce ne soit pas possible, car il est sur le continent et je ne saurais même pas où lui écrire. Combien de temps durera son absence ? 3 semaines ou 1 mois au moins. Il y eut un silence et la jeune fille regarda tour à tour les 2 hommes avec anxiété. « Ne pouvons-nous rien faire ?» interrogea-t-elle d'une voix timide. « Si, » répondit Livington d'un ton assez excité. « Ce sera assez peu banal, mais je crois que cela peut réussir. Harrington, il faut vous emparer de ce vase, l'apporter ici et, si mademoiselle le permet, nous passerons une nuit au cottage en compagnie de l'objet. » Jack éprouva quelques inquiétudes et demanda. « Qu'arrivera-t-il à votre avis ? » « Je n'en ai pas la moindre idée, mais je crois que le mystère sera élucidé et que le fantôme sera vaincu. Il est possible que le vase ait un double fond, dans lequel un objet est caché. S'il ne se produit rien, nous devrons nous montrer ingénieux. » Alice battit des mains et s'écria. « Voilà une idée merveilleuse !» Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Mais Jack était beaucoup moins satisfait. En réalité, il avait peur. Toutefois,
Pour rien au monde, il ne l'eût avoué devant la jeune fille. Le médecin paraissait croire que sa proposition était la plus naturelle du monde. « Quand pourrez-vous apporter le vase » demanda Alice en se tournant vers Jack. « Demain » répondit-il sans enthousiasme. Il lui fallait s'exécuter, mais le souvenir de l'appel qui le hantait chaque matin devait être dominé s'il voulait aboutir. Le lendemain soir, il se rendit chez son oncle et prit le vase. En le revoyant, il fut plus convaincu que jamais qu'il avait servi de modèle à l'aquarelle. Toutefois, en l'examinant de plus près, il n'y découvrit aucune cachette. Il était 11 heures quand Livington et lui arrivèrent aux Bruyères. Alice les attendait et leur ouvrit sans bruit avant qu'ils aient pu sonner. « Entrez, murmura-t-elle. Mon père dort, là-haut, il ne faut pas l'éveiller. Je vous ai préparé du café ici. » Elle les conduisit dans un petit boudoir où brûlait une lampe à alcool et leur offrit un excellent café. Jack ôta l'emballage du vase chinois et Alice sursauta. « Oui, oui, s'écria-t-elle, c'est bien lui. Je le reconnaîtrai entre mille. » Pendant ce temps, Livington se livrait à divers préparatifs. Il ôta tous les bibelots qui occupaient une petite table et les posa au milieu de la pièce. Puis il approcha 3 chaises, prit le vase bleu des mains de Jack et l'installa au centre de la table. « Nous sommes prêts, dit-il. Éteignez les lumières et asseyons-nous autour de la table dans l'obscurité. » Quand ses 2 compagnons eurent obéi, il reprit. « Ne pensez à rien, ou à n'importe quoi, mais ne vous forcez pas. Il est possible que l'un de nous ait des dons médiumniques. Dans l'affirmative, il entrera en transe. Soyez tranquilles, vous n'avez rien à craindre. Chassez la peur de vos cœurs et laissez-vous glisser, glisser. » Sa voix s'éteignit et le silence tomba. Puis il devint de plus en plus chargé de signification. Mais Livington avait beau dire « bannissez la crainte », Jack était pris de panique et il était convaincu que la jeune fille éprouvait la même émotion. Elle dit soudain « Il va se produire quelque chose de terrible. Je le sens. » « Bannissez la crainte, » répondit Livington, et ne combattez pas cette influence. L'obscurité parut devenir plus profonde et le silence plus saisissant, tandis que la menace approchait. Jack étouffait. Le mauvais esprit était là. Puis la menace s'éloigna et il se sentit glisser dans l'eau. Ses paupières se fermèrent. La paix et l'obscurité l'envahirent. Jack remua un peu. Sa tête lui semblait lourde comme du plomb. Où était-il? Du soleil, des oiseaux. Étendu à terre, il regardait le ciel. Soudain la mémoire lui revint. La séance, la petite pièce, Alice et le médecin. Que s'était-il passé? Il s'assit, la tête bourdonnante, et regarda autour de lui. Il était couché dans un petit taillis, non loin du cottage, et il était seul. Il regarda sa montre et à sa profonde surprise, constata qu'il était 12h30. Jack fit un effort pour se lever et courut aussi vite que possible vers la maison. Sans doute ses habitants s'étaient-ils effrayés de sa syncope et l'avaient-ils transporté au grand air. Arrivé au cottage, il frappa fortement à la porte, mais on ne répondit pas et il ne constata aucun signe de vie aux alentours. Était-on allé chercher des secours? Soudain, Harrington fut envahi par la frayeur. Que s'était-il passé la veille au soir? Il se dirigea vers son hôtel aussi rapidement que possible et s'apprêtait à demander des explications au bureau quand il reçut dans les côtes un coup de poing qui lui fit presque perdre l'équilibre. Il se retourna, indigné, et aperçut un vieux monsieur à cheveux blancs qui riait gaiement. « Tu ne m'attendais pas, mon garçon. »« Comment? C'est vous, mon oncle Georges? Je vous croyais bien loin d'ici, quelque part en Italie. »« Je n'y étais pas, j'ai débarqué à Douvres hier soir. J'ai décidé de rentrer à Londres en auto et de m'arrêter ici pour te voir. Et je ne t'ai pas trouvé, c'est du joli. »« Mon oncle, s'écria Jack, j'ai la plus extraordinaire histoire à vous raconter, et je crains que vous n'y ajoutiez pas foi. »« C'est fort possible, répondit le vieillard en riant. Je t'écoute. Il faut d'abord que je mange, car je suis affamé. » Jack conduisit son oncle dans la salle à manger, et, tout en engloutissant un copieux repas, raconta son histoire qu'il acheva par ces mots. «
Dieu seul sait ce qu'ils sont devenus. L'oncle paraissait près de l'apoplexie quand il balbutia. Le vase bleu, lui, qu'est-il devenu? Jack le dévisagea mais commença à comprendre quand le vieillard le submergea sous un torrent d'imprécations. Un Ming, unique au monde, la perle de ma collection, valant au bas mot 10 000 livres sterling. Hogenheimer, un millionnaire américain, me les offrait. Seule pièce semblable au monde. Damnation! Qu'as-tu fait de mon vase bleu? Jack bondit de la pièce. Il lui fallait trouver Livington. L'employé de la réception le dévisagea froidement. Le docteur Livington est parti cette nuit en auto. Il a laissé un mot pour vous. Jack ouvrit le pli. Mon jeune ami, l'ère du surnaturel est-elle révolue? Pas tout à fait, surtout quand elle est traduite en langage scientifique moderne. Meilleur souvenir d'Alice, de son père infirme et de moi-même. Nous avons 12 heures d'avance, ce qui doit nous suffire. Bien à vous. Ambroise Livington, médecin de l'âme. Fin. L'histoire s'intitule Accident. Il s'agit de la même femme, cela ne fait aucun doute. Le capitaine Haydock leva les yeux sur le visage un peu crispé de son ami et soupira. Il eût souhaité voir Evans un peu moins affirmatif. Au cours de ses longs voyages, le vieux marin avait appris à ne pas s'occuper de ce qui ne le regardait pas. Evans, ex-inspecteur du CID, avait une philosophie toute différente, agir d'après les informations reçues. Telle avait été sa formule au début. Il l'avait appliquée, en procédant lui-même aux enquêtes. L'inspecteur Evans s'était montré intelligent, avec un esprit clair, et il avait bien mérité son avancement. Et même à la retraite, installé dans la maison de campagne de ses rêves, il ne perdait rien de ses instincts de chasseur. « Je n'oublie jamais une tête, » répéta-t-il obstiné. « C'est Madame Anthony. Je l'ai reconnue tout de suite, votre Madame Merroden. » Le capitaine Haydock se sentit mal à l'aise. Les Merroden étaient ses voisins les plus proches, après Evans. Cette jeune femme, si sympathique, une criminelle? Allons donc, une idée déprimante. Une bien vieille histoire. 9 ans, répondit aussitôt Evans. 9 ans et 3 mois. Vous vous souvenez de l'affaire? Oui, vaguement. Anthony avait avalé de l'arsenic. On a acquitté la femme. Eh bien, pourquoi ne l'aurait-on pas fait? Oh, je ne critique pas, un verdict absolument correct, logique. Alors, je ne vois pas ce qui vous tracasse. Qui, moi? Je vous croyais ennuyé. Nullement. Tout cela, c'est de l'histoire ancienne, insista le capitaine. Madame Merroden, accusée à tort, a été acquittée. Une épreuve pénible. Un acquittement est rarement considéré comme un malheur, rétorqua Evans. J'ai dit une épreuve navrante. Nous n'avons pas le droit de nous en occuper. Evans ne répondit pas. Allons, mon vieux, cette dame était innocente, vous venez de le dire. Moi? Je n'ai rien dit de semblable. J'ai dit qu'on l'avait acquittée. C'est la même chose. Pas toujours. Le capitaine Haydock, qui avait commencé à vider sa pipe en la heurtant au pied de sa chaise, suspendit l'opération et se redressa vivement. Ah ah, c'est de là que le vent souffle. Vous ne croyez pas en son innocence? Je ne dis pas cela, je ne sais pas. Anthony avait l'habitude de se soigner avec des gouttes d'arsenic. Sa femme les lui donnait. Un jour, par erreur, on a forcé la dose. À qui la faute? À lui ou à sa femme? Personne ne peut le dire et le jury accorda le bénéfice du doute. C'est parfaitement correct, mais cependant, j'aimerais savoir... Le capitaine Haydock reporta son attention sur sa pipe. En tout cas, dit-il avec assurance, cela ne nous regarde pas. Je n'en suis pas sûr. Mais voyons. Un instant. Vous vous souvenez de Merroden dans son laboratoire cet après-midi? Oui, il a parlé de la réaction de Marsh concernant l'arsenic, disant que vous deviez tout en connaître, que c'était votre rayon. Il a même ri. Jamais il n'aurait dit cela s'il avait songé un instant. Evans l'interrompit. Vous pensez qu'il se serait tu? S'il avait su? Ils sont mariés depuis 6 ans, m'avez-vous dit. Je vous parie qu'il ignore absolument que sa femme a été la trop célèbre Madame Anthony. Et ce n'est pas moi qui le lui apprendrai. Laissez-moi poursuivre.
Sous nos yeux, Meroden a placé une éprouvette dans la flamme de son benzène. Il a obtenu un précipité en ajoutant du nitrate d'argent à la solution. C'était l'essai réservé au chlorate. Une petite expérience toute simple. Mais par chance, j'ai pu lire ces mots dans un livre ouvert sur sa table. H2SO4 décompose les chlorates avec production de Cl4O2. On provoque une violente explosion par réchauffement. De ce fait, n'employez ce corps qu'en petite quantité et à basse température. Haydock regarda son ami avec surprise. Eh bien, voilà, dans notre métier, nous faisons aussi de la chimie, à notre façon. Nous additionnons les faits, nous les pesons. Nous analysons le résidu après avoir fait la part des erreurs de jugement ou de témoignage. Mais il y a aussi un autre test, très précis et assez dangereux, ma foi. Un meurtrier se contente rarement d'un seul crime. Donnez-lui du temps, le champ libre, et il en commettra un autre. On arrête un homme, a-t-il tué ou non sa femme? Les preuves manquent. Explorer son passé. S'il s'est marié plusieurs fois et qu'il ait perdu ses femmes de façon, mettons, inhabituelle, alors vous savez, c'est une certitude morale. Dès lors, vous pouvez chercher les preuves. Alors, j'y arrive. C'est parfait si le suspect a eu un passé. Mais supposons qu'il en soit à son premier crime. Votre test ne vous apportera aucun résultat. Admettons que le prisonnier acquitté refasse sa vie sous un autre nom. Répétera-t-il son crime? Mais cette idée est horrible. Persistez-vous à penser que cela ne nous regarde pas? Parfaitement. Vous n'avez aucune raison de supposer que Madame Meroden n'est pas innocente. L'ancien inspecteur garda le silence un instant. Nous n'avons, vous ai-je dit, reprit-il lentement, rien trouvé dans son passé. Ce n'est pas absolument exact. Elle avait un beau-père. À 18 ans, elle est tombée amoureuse. Le beau-père a usé de son autorité pour empêcher le mariage. Au cours d'une promenade avec le dit beau-père, celui-ci s'est trop approché du bord d'une falaise à pic. Le terrain a cédé sous ses pieds. Il est tombé et s'est tué. Vous ne pensez pas? C'était un accident. L'empoisonnement d'Anthony a été aussi accidentel. Elle ne serait jamais passée en jugement si l'on n'avait pas su qu'un autre homme. Il a pris le large entre parenthèses, ce qui donne à penser qu'il ne partageait pas l'opinion du jury. Je vous le dis, Haydock, avec cette femme, je crains une suite, une répétition. 9 ans ont passé depuis cette affaire. Qu'allez-vous parler de nouvel accident, comme vous le dites? Pas forcément tout de suite, un jour ou l'autre, lorsque le besoin s'en fait sentir. Le capitaine haussa les épaules. Je me demande comment vous allez faire pour le prévenir. Moi aussi, admit Evans sans enthousiasme. À votre place, je laisserai courir. On ne récolte rien de bon à se mêler des affaires des autres. Cet avis n'était pas du goût de l'ancien policier. Il était patient et têtu. Il prit congé de son ami et regagna le village, songeur. En entrant dans le bureau de poste pour y acheter des timbres, il bouscula par inadvertance l'objet de sa sollicitude. George Meroden. L'ancien professeur de chimie était un petit homme à l'air rêveur, aimable et doux, affreusement distrait. Il reconnut Evans, le salua cordialement, et se baissa pour ramasser les lettres qui lui avaient échappé. Evans le devança, les lui tendit, le priant de l'excuser. Un coup d'œil sur l'entête d'une enveloppe avait suffi à réveiller tous ses soupçons. Elle portait le nom d'une compagnie d'assurance bien connue. Sa décision fut vite prise. L'aimable George Meroden n'aurait su dire comment il se trouva en train de marcher en compagnie du policier qui lui parlait d'assurance sur la vie. Il venait de contracter une assurance sur la vie au profit de sa femme. Que pensait Evans de cette compagnie? J'ai fait quelques placements maladroits, dit-il. J'ai subi d'assez lourdes pertes, et s'il m'arrivait malheur, ma femme serait dans une situation difficile. Cette assurance règle la question. Elle n'a pas protesté à cette idée? Demanda Evans d'un ton neutre. Certaines femmes ont des scrupules, une sorte de crainte superstitieuse. Oh, Margaret est très pratique, répondit Meroden en souriant. Elle n'est pas du tout superstitieuse. En fait, l'idée est d'elle, il me semble. Elle n'aime pas me voir soucieux. Evans en savait assez et prit congé. Feu, M. Anthony avait lui aussi contracté une assurance au bénéfice de sa femme, quelques semaines avant sa mort. Habitué à se fier à son instinct, il était sûr de ne pas se tromper. Mais que faire?
Il ne désirait pas arrêter un criminel, la main dans le sac, mais prévenir un crime. Ce n'était pas facile. Il fut songeur toute la journée. On célébrait la fête de la Renaissance dans le parc du château. Evans s'y rendit. Il pêcha des pièces de monnaie, évalua le poids d'un cochon, s'exerça au tir sans perdre son expression distraite et soucieuse. Il alla même jusqu'à sacrifier une demi-couronne chez Zara, la diseuse de bonne aventure. Il ne put s'empêcher de sourire au souvenir de la chasse qu'il avait menée à ses pareils jadis. Il n'avait pas prêté attention à ses vaticinations quand un mot le frappa. « Eh bien, ce sera pour vous une question de vie ou de mort. »« Hein? Quoi ?» demanda-t-il brusquement. « Vous avez une décision à prendre. Soyez prudent, très prudent. La moindre erreur, le moindre faux pas. » Alors, la bohémienne frissonna. C'était de la comédie, Evans le savait, mais il se sentit impressionné. « Prenez garde, ne faites pas d'erreur. La mort surviendrait, je la vois. Vraiment étrange. Si je me trompe, quelqu'un mourra, c'est bien cela? »« Oui. »« Bigre, je vais faire attention, dit Evans d'un ton léger. Mais il s'éloigna les mâchoires serrées. Un faux pas, il sacrifierait une vie humaine. Chercher de l'aide? Auprès de qui? Inutile de compter sur son ami Haydock, dont il apercevait la silhouette un peu plus loin. Cela ne nous regarde pas, dirait-il. La femme qui parlait au marin prit congé de lui, et Evans reconnut Madame Merrowden. L'ancien policier se planta sur son passage. C'était une jolie femme. Elle avait un front haut et pur, de très beaux yeux bruns, à l'expression sereine. Sa coiffure en bandeau accentuait son type de madone. Elle parlait d'une voix grave, un peu molle. Elle sourit à Evans, aimable. « Il m'avait bien semblé vous reconnaître, Madame Anthony, Madame Merrowden, » dit-il en l'observant. Ses yeux s'agrandirent et son souffle se précipita. Mais elle continua de le regarder en face. « Je cherche mon mari, dit-elle avec calme. L'auriez-vous vu? »« Oui, il y a un instant. Il a pris par là. » Ils partirent à sa recherche, côte à côte, tout en bavardant gaiement. L'admiration gagnait le policier. Quelle femme, quelle assurance, quelle maîtrise de soi. Remarquable, mais dangereuse. De cela, il était sûr. Il était satisfait de son entrée en matière, mais gardait cependant un certain malaise. Il l'avait reconnu et le lui avait laissé comprendre. Cela la mettait sur ses gardes. Elle n'oserait pas agir à la hâte. Restait Merrowden. Comment le prévenir? Ils le trouvèrent contemplant d'un air rêveur une petite poupée en porcelaine qu'il venait de gagner à la loterie. Sa femme lui proposa de rentrer chez eux. Il accepta aussitôt. « Ne voulez-vous pas venir prendre une tasse de thé avec nous, monsieur Evans ?» demanda la jeune femme. Il croyait déceler une nuance de défi dans sa voix. « Avec le plus grand plaisir. » Le soleil brillait, une brise légère soufflait. Tout était agréable, normal. « La bonne est à la fête, » déclara Madame Merrowden en rentrant chez elle. Elle passa dans sa chambre pour ôter son chapeau et revint préparer le thé. Elle alluma une petite lampe en argent, sous la bouilloire, prit 3 bols et 3 soucoupes sur une étagère à côté de la cheminée. « Nous avons du véritable thé de Chine. Nous le buvons toujours à la mode chinoise, dans des bols et non pas dans des tasses. » Elle s'interrompit, examina le fond de l'un d'eux et poussa une exclamation dans lui. « Georges, ce n'est pas raisonnable. Tu t'es encore servi de ces bols. »« Je suis désolé, dit le professeur confus. Ils sont tellement pratiques. Ceux que j'ai commandés ne sont pas encore arrivés. Un de ces jours, tu nous empoisonneras tous, rétorqua sa femme avec un rire sec. Mary les trouve dans le laboratoire et les remet en place sur l'étagère sans se donner la peine de les laver. Tu en as utilisé un pour du cyanure de potassium l'autre jour. Vraiment, Georges, tu exagères. C'est horriblement dangereux. Merrowden parut contrarié. Mary n'a rien à faire dans mon laboratoire, dit-il. Je lui ai déjà interdit de toucher à quoi que ce soit. Voyons, lorsque nous y prenons le thé, elle vient rechercher le plateau. Comment saurait-elle? Sois raisonnable. Le professeur quitta la pièce en grommelant. Souriante, sa femme versa l'eau bouillante sur les feuilles de thé et souffla la petite flamme. Evans, stupéfait tout d'abord, crut entrevoir la vérité. Madame Merrowden envisageait-elle un autre accident? Se préparait-elle un alibi? Voulait-elle le mettre dans l'obligation de témoigner? Pour elle, le jour venu? Ce serait stupide de sa part, car...
Brusquement, il retint sa respiration. Elle avait placé le thé dans les 3 bols. Elle en plaça un devant lui, un autre devant elle, et le troisième sur une petite table à côté du fauteuil favori de son mari. Un étrange sourire aux lèvres. Il sut. Une femme remarquable, dangereuse. Aucune attente, pas de préparation. Cela aurait lieu ce même après-midi, avec lui comme témoin. Tant d'audace lui coupa le souffle. Oh, c'était astucieux, d'une habileté diabolique. Il serait incapable de rien prouver. Il respira à fond et se pencha en avant. « Madame, je suis un homme à caprice. M'en autorisez-vous un ?» Elle le regarda avec curiosité, mais sans méfiance. Il se leva, prit le bol posé devant elle et l'échangea avec celui de la petite table. « Buvez ceci, ordonna-t-il. » Leurs yeux se croisèrent. Ceux de la jeune femme ne vacillèrent pas. Mais elle pâlit. Elle étendit la main, leva la coupe. Il retint sa respiration. Aurait-il commis une erreur? Elle porta le bol à ses lèvres, mais à la dernière seconde, elle eut un frisson. Se leva et vida le récipient dans un pot où poussait une fougère. Puis elle se rassit et lui lança un regard de défi. Il poussa un profond soupir de soulagement. « Alors, dit-elle d'une voix légèrement moqueuse, vous êtes une femme très intelligente, madame. Vous m'avez compris, je le crois. Cela ne doit pas se renouveler. Vous voyez ce que je veux dire? » « Oui, répondit-elle d'un ton neutre. Il hocha la tête satisfait. Elle était maligne et n'avait pas envie d'être pendue. « À vous et à votre époux pour une longue vie, dit-il en levant sa tasse. Il but, et brusquement son visage se convulsa d'une façon horrible. Il tenta de se lever, de crier. Il devint écarlate. Ses membres se raidirent. Il s'écroula tordu par la douleur. Madame Meroden se pencha vers lui, un petit sourire sur les lèvres. « Vous avez commis une erreur, monsieur Evans, dit-elle avec douceur. Vous pensiez que je voulais tuer George. Quelle stupidité, vraiment. » Elle demeura une minute à contempler le mort. La 3e personne qui avait menacé de la séparer de l'homme qu'elle aimait. Son sourire s'élargit. Elle ressemblait plus que jamais à une madone. Puis elle se mit à crier. « George, George, viens vite. Un terrible accident. Ce pauvre monsieur Evans. » Fin.